Chez Shodo, il n'y a pas de période d'essai. On a supprimé la période d'essai par défaut au début pour les devs et en fait on l'a élargi à tous les métiers. Tous les métiers, ouais. C'est quoi pour toi un mauvais recrutement ? Pour moi, c'est quelqu'un qui fait toujours pas l'affaire. Quand bien même t'as formé, accompagné, coaché, éventuellement recadré et qui malgré ça, en fait ça marche pas. Chez Shodo, vous avez une cagnotte mensuelle. Tu vois, nous on l'applique depuis 2 ans et c'est hyper ok, c'est le congé mensuel qui est anonyme, qui est financé par une cagnotte. Donc c'est-à-dire que moi en tant que dirigeant, je ne sais pas qui tape dedans, etc. Okay. Je sais juste que t'as un budget en début d'année et que à la fin de l'année en général, il est épuisé quoi. Oui, il est même jamais épuisé. Salut Jonathan. Salut Boris. Jonathan, tu es le fondateur de Shodo, oui. Qui est une ESN qui bouscule les codes du secteur, avec en tout cas j'ai vu 3 choses que tu mets en avant particulièrement. Un partage de la valeur qui est beaucoup plus juste. Oui. 2, de la transparence dans la rémunération et dans la gouvernance. Oui. Et une confiance qui est donnée de prime abord à tous les salariés. On t'a invité principalement parce que tu as cet engagement-là et que tu es un entrepreneur militant. La première question qu'on voulait te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as créé Shodo de cette manière ? Je vais te répondre. Avant, juste pour revenir sur le terme militant, moi mon objectif c'est effectivement de montrer qu'on peut entreprendre différemment dans mon secteur. C'est d'apporter tu vois, des preuves sociales concrètes que ça peut marcher pour essayer de donner envie, donc ça c'est un peu l'idée et je le dis d'autant plus facilement que ça fait 7 ans qu'on bosse et ça nous est arrivé de nous perdre un peu dans, tu vois, en chemin où on s'est mis à tomber amoureux vachement de nos pratiques. Et parfois il y en avait qui avaient moins d'efficacité. Okay. Et donc voilà, ça c'est pour la petite aparté. Pourquoi est-ce que j'ai fondé Shodo ? De manière simple, moi je suis dans un secteur, donc les ESN, entreprises de services du numérique, qui est un secteur qui connaît beaucoup de turnover. Ouais. En moyenne 25 à 30%. C'est un pain qui est hyper dur dans le sens où c'est compliqué quand tu as une ESN d'apporter de la valeur à tes clients parce qu'en fait les gens partent. Donc quand tu vas démarrer des projets, celles et ceux qui les commencent ne sont pas forcément les personnes qui vont les finir. Ça génère de la frustration à toutes les échelles, l'échelle client, à la nôtre, aussi évidemment côté salarié. Tout à fait, tu as raison. Et donc l'idée c'était de se pencher sur comment est-ce qu'on peut adresser ce pain et les réponses qu'on a apportées, tu les as citées dans l'introduction, c'est à travers un modèle qui est plus équitable, qui redistribue mieux la valeur, qui engage davantage les salariés avec une approche qui est centrée autour du bien-être, étant entendu que moi je suis convaincu que le bien-être génère de la performance et la performance c'est ce qui fait qu'on est tous contents. Voilà. Donc en gros c'est l'idée. Tu disais justement que dans les ESN, il y avait un fort turnover. Ouais. Qu'est-ce qui fait que concrètement les gens ils restent chez toi si tu devais donner les 3-4 choses qui sont les plus importantes ? Tu le disais aussi, t'étais parti sur des choses qui étaient probablement au début dans notre idéal. Nous c'était pareil, moi j'avais des idéaux, je me suis dit on va faire ça, et puis après t'as un peu la réalité qui te rattrape, et puis il y a des trucs que tu projettes qui sont pas du tout réels. Donc après que tu aies mis tellement de choses différentes en place, finalement, qu'est-ce qui est resté comme le plus important pour tes salariés ? Alors nous, effectivement, depuis le début, donc on s'est lancé en 2019. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on apprend en marchant. Ça veut dire qu'on va expérimenter des choses avec l'optique de, si on se trompe, de se tromper le plus vite possible pour pouvoir rectifier, etc., itérer, etc. Néanmoins, quand on s'est lancé, le modèle de Shodo, il ne tombait pas du ciel. Moi, quand je crée Shodo avec Guillaume Ferron en 2019, avant j'avais plus de 15 ans d'expérience que dans ce secteur, j'ai toujours bossé dans ce secteur-là, des fonctions, j'ai commencé sur de la profil sales, j'ai fait de la direction commerciale, j'ai fait de la direction des opérations, et ensuite j'ai monté une entreprise en tant que salarié, enfin associé salarié. Et néanmoins, en fait, les specs du modèle Shodo, on les a eus les 2 dernières années avant qu'on se lance, en discutant avec plusieurs centaines de devs, soit dans les phases de recrutement. Moi je venais en appui du recrutement dans mon entreprise précédente, qui était une très très belle boîte, mais qui, toute très belle boîte qu'elle fut, était une entreprise qui avait des
Fred, des difficultés à recruter, parce qu'il y a une tension sur le marché, qui est essentiellement due au fait que toutes les marques employeurs se ressemblent, c'est très dur de se différencier, etc., qu'il y a une grosse concurrence en plus avec les du modèle indép. et il y a une grosse concurrence du modèle indép, surtout, qui redistribue mieux la valeur, évidemment. Et donc les specs qu'on avait, à la fois en discutant avec les gens qui voulaient nous rejoindre, donc du coup qui nous expliquaient pourquoi elles partaient, et puis aussi... parce qu'il faut le dire, à un moment donné, on a eu aussi beaucoup de off-boarding, donc des entretiens avec des gens qui sont sur le départ et qui sont plus du tout tenus d'être diplomates dans la relation. Donc, qui te disent tout ce vraiment sur transparente. Et ben en fait, tous ces échanges-là, ça nous a donné le modèle de Shodo, donc plus équité dans la rémunération, redistribution de la valeur, tu vois, on a fait rentrer les salariés au capital, on distribue la valeur, tu vois, aussi instantanée dans le sens où en moyenne, tu vois, il y a 84-85% du CA qui est redistribué à chaque salarié. On a travaillé aussi un des pains du secteur qui est, tu vois, l'harmonie vie pro, vie perso, ou dans le conseil, dans tous les métiers à facturation, on va plutôt demander aux gens d'aller bosser le soir pour préserver la marge. Donc en gros, tu monnaies ta vie privée. Donc tu monnaies ta vie privée pour et puis le quatrième point, pour le coup il est endémique aussi, c'est que il y a une sous-représentation de meufs dans la tech, surtout dans les fonctions dev, moins dans les fonctions, on va dire, produits, moins dans les fonctions RH, market, recrutement, mais dans le dev c'est assez flagrant, il y a que des mecs. Et donc notre modèle adresse justement ces pains-là. D'accord. Et en fait, le fait qu'il les adresse, donc il apporte à des réponses, tu vois, quand on se lance, je pense que toutes les boîtes, elles se lancent pour répondre à un pain sectoriel, etc. Ils en fait un business. Nous, le business model de Shodo, initialement, il est très 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 tourné marque employeur, expérience salariée. Et du coup, on s'est rendu compte que en rémunérant mieux les gens, avec tout ce que je t'ai dit, tu vois, l'équilibre vie pro, vie perso, on l'a aussi retravaillé parce que de manière supralégale, via des accords d'entreprise très rapidement, on a redistribué plus de congés. Tout le monde a 10 jours de congés supplémentaires en plus de ce qui est légal, mais tout le monde a contractuellement 10 jours de congés supplémentaires. D'accord. Et puis notre modèle à nous, de manière simple, c'est de redistribuer tout l'excédent de marge. Donc en fait on prend une marge forfaitaire, tout le reste on le redistribue, donc techniquement c'est déplafonné, et tout ce qu'on va redistribuer par défaut c'est redistribuer un tiers en revenus supplémentaires, un tiers en temps libre professionnel, c'est-à-dire autrement dit c'est du travail non facturable, et un tiers en congé. Donc en gros sur les congés supplémentaires, les 10 jours dont je te parle, tu peux rajouter énormément de jours derrière. Après, sachant que, parce qu'on pose souvent la question, c'est du temps libre qui t'appartient, mais nous, la philosophie, en fait, c'est de construire un cadre dans lequel tu fais cohabiter plusieurs visions du bonheur. Donc tu vas avoir des gens qui vont avoir le besoin de travailler moins pour travailler mieux, mais à ces gens-là, on va leur dire, tu as plein de CP, tu fais un métier de service, donc un peu comme des free qui techniquement peuvent travailler qu'un jour sur deux, etc. Mais dans un métier de service, tu travailles un jour sur deux et que les copains ils travaillent à plein temps, c'est compliqué. Sauf si t'es Mbappé, tu vois. C'est le Kylian Mbappé du dev, quoi, tu vois. Et sinon, à l'inverse, aux gens qui veulent maximiser la reine, on va leur dire ok, mais vous posez 5 semaines de CP pour pas partir en burn-out parce qu'en fait tu vois c'est ok, le travailler plus pour gagner plus, il est ok, sauf si ça te fait partir en maladie. En cacahuète, quoi. Voilà. Mais la philosophie c'est effectivement d'avoir un cadre où tu rémunères suffisamment bien les gens pour que d'un extrême à l'autre, en fait, t'es pas de pression, tu vois, financière. Et du coup, c'est les gens qui décident comment ils allouent cette marge entre du temps libre. Quand on a créé le modèle, initialement, on avait mis la métrique un tiers. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça devait être flexible, quoi. Ouais, on a mis de la flexibilité, sauf sur 5 semaines. Ouais, et sur le temps communautaire. Autrement dit, tu vois, il y a du temps libre professionnel, dont l'essence, c'est aussi de faire en sorte que les gens passent du temps ensemble. Il y avait dans les contrats au début un minimum de 5 jours qu'on a fait augmenter, etc. Mais en gros, typiquement, si ces jours de communauté, qui sont des jours où tu profites de tes collègues, tu fais travailler
tu progresses ensemble, tu peux partir sur des dynamiques produits, formation, tout ce que tu veux, mais en fait si tu vas le monnayer pour gagner de l'argent, on considère que tu joues contre la boîte, parce que tu joues contre le côté collectif, et donc ça on met ce garde-fou là. Ok. Donc quand tu es consultant chez Shodo, finalement tu fais un job intéressant. Ouais, en théorie, oui. Tu es payé au niveau que tu le souhaites, et tu peux avoir beaucoup de temps pour faire d'autres trucs. Et c'est ça, en tout cas, ça fait partie de votre secret sauce, quoi. La secret sauce, en fait, pour la pitcher, c'est de dire qu'on on a retravaillé un peu le terreau RH, qui permet ensuite d'aller générer de la performance opérationnelle. En gros, c'est s'assurer que les gens n'aient plus de pain. En gros, on t'enlève toute la charge mentale qui t'empêche de te concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être bon taf. Et donc la charge mentale, c'est dans l'oseille, est-ce que je suis suffisamment bien payé, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me former, je dois, tu vois, typiquement, on a tout un système aussi où en effet tu es consultant, tu dois te déplacer pour animer une formation, tu as besoin de matos, etc. Tu as la CB de la boîte, en fait c'est un no-brainer, tu dois t'organises, quoi. Tu t'organises avec du matos professionnel, mais en fait l'essentiel c'est pas d'aller passer 4 heures à réserver un billet de train, etc. Parce que tu vois, c'est de te dire on gère les choses et on se concentre sur l'essentiel. Ok, c'est ça. Ok, super clair. Sur la partie recrutement, j'ai vu que vous faisiez aussi des choses un peu originales, notamment sur la partie tech. Vous n'avez pas de période d'essai. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça c'est pareil, on s'est attaché à... En fait, on a enlevé la période d'essai. Alors c'est une histoire qui est un peu longue, parce qu'on a supprimé la période d'essai par défaut au début pour les devs, et en fait on l'a élargi à tous les métiers. Tous les métiers, ouais. En fait, on est parti du principe que on recrute des devs depuis très très longtemps, 15 ans. Beaucoup de gens avec lesquels on travaille sont des gens avec lesquels on travaille depuis très longtemps, mais même on était anciennement collègues avant de créer Shodo. Et donc on a une approche, on a un process d'éval qui nous permet d'avoir, on va dire, un taux d'erreur marginal. Je ne sais pas te le quantifier, mais très très largement, tout des 5%. Est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4, on s'en fout, il est marginal. Donc le corollaire, c'est de se dire, à partir du moment où tu n'as pas de pain, que ton use case il est hyper marginal, une période d'essai qui te protège du risque opérationnel d'avoir mal recruté, c'est overkill, parce que en gros, tu vas, je mets des guillemets, mais tu vas faire chier 95% des gens qui sont compliant pour un risque qui est pas fréquent. Tu vois, on en revient toujours à la définition d'un mauvais recrutement. Une erreur de recrutement pour moi, c'est quelqu'un qui fait toujours pas l'affaire, quand bien même tu as formé, accompagné, coaché, éventuellement recadré, et qui malgré ça, en fait ça marche pas. Ne fit pas avec la situation. Ça t'apprend pas la valeur, tu vois, la valeur apportée n'est pas celle à laquelle tu t'attendais. Et en vrai, moi, on considère qu'il y a déjà des outils légaux, notamment la rupture conventionnelle à ce niveau-là, et c'est OK. Parce que, encore une fois, on est sur des use cases qui sont hyper marginaux. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est, on va dire, ce qui nous a conduit à retirer la période d'essai, parce que du coup, elle précarise inutilement. Tu vois, à Paris, en général, donc, on va dire, OK, les gens gagnent beaucoup d'argent, mais tu peux avoir des parents célibataires ou des gens qui vivent dans des apparts pas ouf et qui en fait vont pas changer parce que en fait une PE les précarise, etc. Bon bref, ça c'était le jugement initial. Nous après on a fait une dinguerie, on s'est dit on s'est recruté des devs, donc on s'est recruté. Donc évidemment c'est faux, c'est faux. Et en fait tu vois, c'est pour ça que je te disais en intro que parfois tu vois en chemin on s'est perdu on s'est perdu. On a pu avoir tendance à tomber amoureux de nos pratiques, tu vois, en se disant c'est hyper beau de recruter, c'est hyper noble de recruter sans période d'essai, c'est génial, on l'étend. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en fait des pratiques RH, tu vois, moi quand je te parle c'est un terreau qui doit te permettre d'avoir de créer un cadre dans lequel tu vas pouvoir générer de la perf. Supprimer la PE sur des devs, c'est bien, c'est efficace.
supprimer la PE sur des sales sur lesquels, pour le coup, je te dis pas qu'on recrute très mal. Je te dis juste que, par exemple, la marge d'erreur, c'est peut-être 30%. À 30%, c'est pas 5%. Ça, c'est la première des réponses. 30%, c'est pas 5%. La deuxième, c'est que l'impact d'une erreur de recrutement d'un dev, j'ai envie de te dire que dans du consulting, quand ça va très très bien et même quand ça va mal, tu peux toujours arriver à placer en mission quelqu'un, un dev qui n'est pas au niveau. Un mauvais sales, l'impact sur la boîte, il est ma boule. Et donc à ce niveau-là, tu te dis bon, en fait, ok, on commence à ouvrir le capot. Tu dis la mesure, elle m'apporte pas de valeur. Soit je m'entête parce qu'en fait, je la trouve hyper belle, parce que je suis un chevalier blanc et peut-être je meurs, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est hyper pour la beauté. C'est hyper con. Ouais. Soit du coup, tu fais un rollback et du coup, on a fait un rollback sur cette mesure-là, par exemple. Ok. Non, c'est intéressant. En l'expliquant, tu vois. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure aussi sur la partie tech, il y a un déséquilibre complet entre hommes et femmes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de rééquilibrer? Je pense que ça ne va pas être si simple parce que quand tu regardes même quand tu vas même dans les écoles de dev, on avait été dans les écoles de dev, c'est vrai que c'est que des mecs. Ouais, c'est systémique, t'as raison. Comment tu fais pour essayer de rééquilibrer? Moi, je crois beaucoup dans l'altérité. Chez nous, vraiment, j'essaie d'avoir un équilibre homme-femme, pas forcément que pour des questions d'égalité, aussi pour des questions de... Il y a une vraie... il y a une vraie complémentarité. Et comment tu fais pour non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a un intérêt business à avoir une vision produit qui est, on va dire, paritaire. Ou plus inclusif, parce que tu as des produits qui sont... Enfin bref, il y a plein d'exemples là-dessus, et tu l'as dit. Donc nous, on n'a pas la prétention, tu vois, effectivement, que tout est systémique, donc on n'a pas la prétention de tout révolutionner. Maintenant, je pense que c'est aussi ça qui est cool dans l'entrepreneuriat, c'est que on a quand même la capacité à notre échelle de faire des choses. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, on a un cercle féminin qui s'est réuni chez nous, qui s'appelle la sororité, donc la sororité version Shodo. Et la sororité, justement, s'est penchée sur l'ensemble des sujets, des actions, des mesures pensées par des meufs, pour des meufs qui pourraient justement faire de Shodo un endroit plus inclusif. Il y a deux grands sujets qui ont popé. Tu vois, deux grands pains qui ont popé. Il y a un pain sur la parentalité. Il y a une étude qui dit, je crois, qu'après 35 ans, à peu près, une femme sur deux quitte la tech. Et le parallèle qu'on en fait, nous, c'est qu'à 35 ans, en général, tu es devenu maman. Donc, on s'est attaché à comment est-ce qu'on peut accompagner, finalement, la parentalité chez Shodo, de deux manières, auprès des mecs. Les mesures qu'on a prises sont de rendre obligatoire en fait le congé paternité. Le congé paternité, il a été étendu, tu vois, à 28 jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La réalité, c'est que très peu de pères, je pense, prennent les 28. Nous, on le rend obligatoire. On donne la possibilité effectivement de le sectionner, dans le sens où tu fais du service, 15, donc tu vas le prendre, voilà, exactement, c'est un peu l'idée, mais on le rend obligatoire. Côté meuf, on fait plusieurs choses sur de la parentalité. Déjà, on te fait un rythme dégressif, tu vois, quand tu es enceinte, tu bascules progressivement sur un 4/5e payé 5 avec un rythme horaire pareil. Tu n'es plus sur le forfait horaire classique, mais tu vas bosser 6 heures par jour plutôt. Évidemment payé comme un 5/5e classique. Et à l'inverse, quand tu reprends, c'est pareil. C'est-à-dire que le premier mois de retour de reprise après congé mat, le rythme de reprise est progressif, payé 5/5e 8 heures jour. Et puis aussi, on a fait donc la mesure dont je suis fier, qui est vraiment cool, je trouve, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle le congé, la prime de maintien de salaire du coparent. Le principe est simple. Quand tu as une maman Shodo qui reprend le boulot,
pour lui enlever la charge mentale de comment ça va se passer avec mon enfant à la crèche, je sais pas où, etc. Le deal, c'est que quand tu as le coparent, donc le mari ou la meuf qui prend le relais, d'accord, en posant au moins un mois de, cette fois, congé parental, sachant que le congé parental, il est payé vraiment 3 queues de cerise, je crois que c'est 450 balles par mois. Donc nous, en fait, on fait prime de maintien de salaire du conjoint. C'est-à-dire qu'en fait, en adressant une prime à la maman qui reprend le boulot, on va couvrir le salaire de la personne, sauf si c'est Kylian Mbappé ou c'est un trader, tu vois. Donc en fait, on a mis un plafond, on a mis un plafond à hauteur du plus haut fixe de chez nous. Okay. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir abaisser la charge mentale au niveau de la parentalité. Et la deuxième mesure pour les femmes, c'est alors une mesure qui fait beaucoup couler d'encre, mais bon, tu vois, nous on l'applique depuis 2 ans et c'est hyper ok, c'est le congé menstruel, qui est anonyme, qui est financé par une cagnotte. Donc c'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, je ne sais pas qui tape dedans, etc. Okay. Je sais juste que tu as un budget en début d'année et qu'à la fin de l'année, en général... il est épuisé, quoi. Ou il est même jamais épuisé. Ah oui. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que tu donnes... À partir du moment où tu donnes un cadre, c'est aussi ça, je trouve, ce qui est intéressant dans les entreprises libérées, enfin, dans le management par la confiance, c'est que tu te rends compte que finalement, tu as très peu d'abus. Ouais. Et que tu vas donner un moyen supplémentaire, et que tu vois, en fait, ce qui est pris, c'est le strict nécessaire a priori, mais ça ne coûte jamais plus cher que... Enfin, ce que vous avez prévu, mais ouais, il y a vraiment une forme d'autorégulation qui est très cool. Ok. Et donc les résultats, parce que du coup, il y a quand même, on a monitoré les résultats, pardon. 18 en tout cas, ça se voit ouais. que c'est fait par des femmes. Ouais. Ce que tu me dis là. C'est fait par des femmes. J'aurais même pas pensé, ouais. quoi. Ouais. Bah, tu peux pas parce que t'es pas concerné. Ah ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est tout con. Mais... D'où la vision de produit, en fait. Parfois, tu peux pas avoir des produits pour les meufs si tu les as pensés et que t'en es pas une, tu vois. Ouais. Donc on en est là. Et on a doublé le nombre de candidatures en 18 mois. Et puis on avait quasiment triplé les effectifs, sachant qu'on partait d'hyperbar, donc je te dis ça fait un chiffre un peu waouh, mais en gros on est passé de 9 à une petite trentaine. D'accord. Ouais, quand même. Ouais, bah, enfin, tu vois, on fonctionne beaucoup dans une logique d'inbound, on en parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu commences à produire du contenu marque employeur, puis à donner des engagements, qui est plus inclusif, ben automatiquement tu attires plus. Ok, hyper clair. Tu parles aussi souvent de combiner salariat et freelance. En fait, on va dire de faire essayer dans la mesure du possible de faire cohabiter le meilleur des deux mondes. C'est ça. Comment ça marche exactement? Bah, tu vois, c'est la philosophie de Shodo. La philosophie de Shodo, c'est quoi? C'est déjà retravailler l'expérience salariale, parce que moi je considère que s'il y a autant de turnover et que le modèle indep attire autant, c'est que on n'a pas été bon, nous, en tant qu'entreprise, sur l'expérience salariale. Donc, en gros, moi, ce que je trouve très cool dans le salariat, c'est que tu as une communauté, c'est que tu as des cotises, c'est que tu es formé, c'est que tu es payé. C'est le côté collectif qui est hyper chouette, autour d'un produit, autour d'une vision. Et ce qu'apprécient beaucoup les gens dans le modèle free, c'est évidemment la flexibilité, la liberté de choix et puis la rémunération. Donc en fait, le modèle Shodo, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas permettre à des gens d'avoir de meilleures rémunérations, d'être propriétaire un peu associé de l'entreprise, mais tout en s'engageant, tu vois, dans un projet salarié. Donc en fait, tu pousses maximum le salariat, mais tu essaies de donner les attributs finalement sur du freelance au salariat, c'est-à-dire une meilleure RM, beaucoup plus de liberté. C'est ça en fait. Oui, mais en fait, finalement, tu vois, l'interrogation, c'est aussi de se dire pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être freelance pour avoir plus de liberté, plus de RM, etc. Je pense que c'est juste tu vois, moi, il y a deux choses, hein, tu vois, au début... Moi, tu sais, en fait, moi, le militantisme, il n'est pas finalement dans une vision hyper dogmatique. Je pense qu'on est dans des boîtes. On est dans des boîtes pour avoir des résultats.
C'est ça le ciment d'une boîte, c'est d'avoir des résultats. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir les meilleurs résultats? Et ma croyance, ma conviction plutôt, c'est que le modèle traditionnel salariat tel qu'il existe dans les ESN ne permet plus d'avoir ça. Parce que tu as trop de gens qui sont désengagés, tu as trop de turn, et en fait c'est hyper compliqué d'aller cranter et d'aller avoir des résultats, même d'aller de réussir avec un modèle qui ne permet plus de cartonner. Ok, hyper intéressant. Sur le partage de la valeur, ça c'est une des choses aussi qui est vraiment une de vos marques de fabrique. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites là-dessus qui est un peu spécifique par rapport à votre secteur justement? Alors en fait on s'est inspiré de plein de choses, tu vois, des fonctionnements de scope. L'idée c'est de dire que par défaut on doit revoir un peu les indicateurs de redistribution tels qu'ils existent dans le salariat. Donc moi je trouve ça hyper cool que chaque salarié puisse accéder au capital à des conditions très favorables. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc tu vois, les gens au début ils ont accédé au capital pour 102,30 €, ce qui était 1% de la valeur du nominal. Ce que je veux te dire par là, c'est que il y a deux choses. Il y a ce que tu donnes comme condition. En fait, la philosophie elle est simple. Moi je trouve que dans le management un principe qui est canon, c'est faut qu'on donne d'abord pour mieux recevoir ensuite. Si tu inverses les choses, c'est-à-dire que tu attends de recevoir, je pense que ce qui fait partie aussi c'est aujourd'hui on entend beaucoup ça, tu vois, attends, la confiance ça se gagne, cartonne et après on voit. Et c'est ok, je veux dire, c'est deux visions qui peuvent cohabiter et puis en fait à la rigueur les gens choisissent après avec ça s'appelle la marque employeur, ça s'appelle l'attractivité de ta boîte, clair, et puis la sanction ou pas c'est ton terme. Mais moi je considère qu'il vaut mieux donner d'abord. Une fois que tu as donné, les gens ont moins d'excuses pour pas être attendus. Et du coup, ça fait aussi switcher le paradigme de tiens, on est dans une relation un peu parent-enfant ou direction de salarié. En fait, on est juste une relation d'adulte à adulte. Ouais, exactement. En fait, le deal, c'est on vient ensemble, on va bosser ensemble pour cartonner. T'es un adulte responsable, etc. T'as tout ce qu'il faut pour. Moi, mon rôle en tant que leader, c'est de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses cartonner. Et maintenant, cartonne. Tu vois, donc la valeur c'est ça, donc dans le minimum, tu vois, on a donné, nous on s'est dilué de 30%, les founders, pour faire entrer les salariés. Et en soi c'est pas rien, parce que 30% de la valeur de ta boîte demain, si t'as bien bossé, ça se compte en millions avec un S. Mais je pense aussi que tu vois, le paradigme c'est de se dire que t'as des créations de valeur qui sont extraordinaires dans mon secteur, de ouf. Mais je m'interroge vachement de savoir si, tu vois, par exemple en 2025, tu pourrais créer, je sais pas, un Devoteam par exemple from scratch avec le modèle tel qu'il existait il y a 30 piges ou 20 ans. J'ai un doute. Tu vois, aujourd'hui quand tu regardes, moi, beaucoup de SN, ils ont entre 20 et 30% de free dans leurs effectifs. Tu vois, en fait, ça veut dire quelque chose, ça raconte quelque chose de notre secteur qui veut dire qu'en fait, on ne sait plus fidéliser, on a beaucoup de mal pour aller. C'est beaucoup plus dur avec les anciens codes de faire ce que faisaient très très bien des acteurs qui ont cartonné. Quand même, on n'est pas d'accord sur la manière avec laquelle ils le font, ils cartonnent. Aussi parce que le mindset des gens a évolué carrément, et donc du coup ça doit évoluer avec, quoi. C'est ça. Et juste pour répondre, que tu m'as posé une question et je trouve que j'ai pas été hyper clair. Pour donner une réponse un peu plus synthétique. La spécificité, c'est aussi de te dire que quand tu pilotes une boîte, je pense qu'on a tous on a tous appris les mêmes choses en allant à l'école. C'est l'indicateur principal, c'est ton Rex, EBITDA, en gros la marge que tu vas générer. Et c'est une évidence qu'il n'y a pas de réussite entrepreneuriale avec des boîtes qui ne sont pas rentables. Tu vois, c'est important. C'est même pas soutenable. En fait, voilà, voilà. Et en fait, c'est même pas désirable de dire on paye super bien les mecs, c'est hyper cool, mais on perd d'argent. Il y a un problème. En revanche,
pour moi, l'enjeu dans la répartition de la valeur, c'est d'arriver à suffisamment déprioriser, tu vois, ton rapport à la renta, pour aller regarder aussi d'autres indicateurs qui sont hyper importants. Pour moi, le turnover, c'est hyper important. Parce que le turnover, fondamentalement, il a un coût. Tu vois, on en parle peu, mais particulièrement dans mon secteur, c'est très très cher. En fait, remplacer un départ, c'est hyper cher. On l'estime entre 0,5 et enfin entre 50% et 100% du salaire d'un cadre. Donc, je te laisse chiffrer. En gros, finalement, l'équation, c'est quand tu travailles pas ta fidélisation, tu peux aller faire de l'EBITDA, c'est certain. Enfin, tu vois, on le voit, toutes les boîtes de mon secteur qui cartonnent. Sauf que quand tu as travaillé ton EBITDA mais pas ta fidélisation, tu vas devoir investir hyper cher dans ton acquisition. Ouais, parce que tu vas perdre des clients. Et toi qui es dans le produit, enfin qui es dans le market, tu sais que c'est beaucoup plus cher de faire de l'acquise que de la fidélisation. Et en ESN, on fait ça depuis la nuit des temps. On envoie plein badin sur de l'acquise, avec des armées de recruteurs, recruteuses, des cabinets, des labels, tout ce que tu veux. Tu fais venir des gens, puis après, dès qu'ils vont te dire ouais, je voudrais une augmente, une formation, etc., tu leur dis ouais, non, c'est un peu cher, etc. Et puis du coup, tu génères du turn. Et donc, moi, mon approche, c'est un rééquilibrage où tu vas dire bah ouais, tu vas travailler ta fidélisation. C'est cher, tu vas gagner moins d'EBITDA, mais quand même, tu vas en gagner. Et moi, je suis convaincu qu'en fait, sur du long terme, tu fais des économies. Ouais. Carrément, ouais. Et justement, comment tu évalues un peu cette limite? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un peu cette limite, c'est-à-dire que il y a un moment où si tu donnes trop, en effet, tu mets carrément en péril ta boîte. Ouais. Comment vous évaluez ça, quoi? C'est hyper intéressant. Tu parlais de KPI tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant. Ouais, c'est l'histoire de notre année 2024, par exemple. D'accord. Tu vois, quand je te dis qu'on apprend en marchant, en 2024, soit on a beaucoup marché, soit on a beaucoup appris, mais c'est probablement les deux. Nous, on est passé d'une gouvernance artisanale, tu vois, locale, à une gouvernance industrialisée sur une orga qui avant était uniquement sur Paris. Et nous, notre scale, on l'a fait en créant des SAS à la fois à Paris et puis en province. Donc aujourd'hui, on a 10 boîtes qui sont sur Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse, La Réunion. Et en fait, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est hyper facile l'éléphant dans la pièce, c'est une évidence quand tu vois l'éléphant, mais au début tu le vois pas. Et nous on n'avait pas de KPI, nos seuls KPI c'était turnover, CA. Et en fait on se disait quand t'as pas de turnover, t'as pas de problème, ce qui est vrai. En général quand t'as du turnover, tu sais que t'as des problèmes dans ta boîte, c'est un indicateur qui dit que ta marque employeur elle a un problème. Sauf qu'on pilotait pas la renta, quoi. On pilotait pas, pire que ça, on pilotait pas l'interco, on pilotait pas l'intercontrat. Donc en gros, c'est les consultants qui sont en taux d'activité, qui sont occupés en mission ou pas. Tu vois, ça on pilotait pas et on n'avait pas de vision conso de l'EBITDA, donc les mensuels. C'est-à-dire que en gros, quand tu ne pilotes pas de manière consolidée ton groupe, quand ça va mal, tu te dis ouais, ça va mal. Mais tu sais pas. C'est pas d'où, quoi. Tu sais d'où. Mais tu sais pas. Tu n'as pas d'indicateur où tu peux dire attends, si je suis au niveau de la dinguerie, là c'est un 9 sur 10, c'est un 6 sur 10. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que. Tu vois. Et puis, donc ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est que quand tu réagis, tu sais pas, tu réagis à l'aveugle, c'est-à-dire que tu sais pas comment mettre le curseur, quoi. Nous en 2024 on a une grosse surchauffe opérationnelle sur Nantes, sur Chaudeau Nantes, donc en fait on sait ce qu'on doit faire, etc. Donc tu travailles, on refait après un travail de fond sur comment est-ce qu'on peut améliorer le modèle, en prenant des mesures. Donc un truc hyper chouette dans notre modèle, c'est que on prend une marge forfaitaire qui est définie chaque année, mais on peut l'augmenter. On peut l'augmenter ou la diminuer. Donc tu vois, en 2025, on a augmenté le seuil de prélèvement parce que le seuil de prélèvement, il correspond à un marché de crise, et tel qu'on l'avait fixé en 2019, il correspondait à un marché de prospérité. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'avait pas de KPI consolidé, et là on s'est mis à suivre du coup taux d'activité, ce qu'on appelle le TASE, donc taux d'activité congé exclu. En gros, on sait qu'on doit amener tout le monde à 200 jours de facture. Et ça, faut le piloter parce qu'en fait, les gens, sinon, ils posent des congés, ils partent en conf, etc. Donc, en fait, tu dois avoir une compta analytique qui est cool. Tu monitores ton EBITDA, et en fait, à partir du moment où tu sais que tu vas monitorer ton turn, ton inter, ton taux d'activité,
tu commences à mettre un cadre où tu sais que tu as de la sérénité, parce que tu découvriras pas de dingueries incroyables comme on a pu le faire. Ok. L'autre truc sur lequel on fait des choses qui sont assez intéressantes, c'est sur la transparence. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc transparence, gouvernance, transparence, salaire surtout. Salaire. Oui. Et ça a été quoi l'impact sur les gens? Ouais. Concrètement, que ce soit positif ou négatif, c'est ça qui est intéressant dans cette discussion, c'est que t'es transparent. Écoute, tu vois, on a instauré la transparence des salaires. Ouais. En mai 2019, on s'est lancé en début mars 2019. Et franchement, c'est une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises. J'en parle d'autant plus facilement que là, on arrive à l'aube tu vois, de la directive européenne de 2026 là, qui va imposer davantage de transparence des salaires, essentiellement aux boîtes de plus de 100 personnes. Ouais. Mais par transitivité, elle va imposer. Ça va venir, c'est-à-dire que tu n'as pas d'obligation en tant qu'entreprise, par exemple, de moins de 50. Mais si tout le monde le fait au-dessus. Ah oui, c'est-à-dire que toi, tu es candidat. Tu vas avoir des boîtes qui sont compliant avec la directive et d'autres qui ne le sont pas. À mon avis, ces boîtes-là, elles vont perdre des candidats et candidates. Donc en fait, la transparence sur les salaires fixes, on la met en place en établissant une grille publique. D'accord. Mais elle est publique en interne et publique en externe. Ouais. En complétant ça par un simulateur de revenus qui est public pour nos clients, qui est public pour nos candidats, candidates, etc. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'évolution des salaires fixes, et je dis bien des salaires fixes, pas de la rémunération, elle soit donc transparente, mais surtout elle puisse, on s'attaquer à des pains, tu vois, moi dans mon secteur, je pense que c'est pas que dans mon secteur d'ailleurs, mais c'est souvent les meilleurs négociateurs, négociatrices qui ont les meilleures augmentes, etc. Ce qui moi m'a jamais gêné dans ma carrière parce qu'en fait dans mon cercle familial on m'a appris à casser la table pour avoir des augmentes. Mais tu vois, pareil, tu dis que c'est désirable d'avoir une boîte où c'est le Far West en fait. En fait, si tu veux que les performeurs ils aient de l'oseille, en fait tu vas recruter que des cow-boys. Et en gros l'idée c'est vraiment de te dire notamment dans le dev, tu as des gens ils sont introvertis. C'est des performeurs mais ils sont introvertis. Et ça leur pose un problème d'aller chaque année d'aller demander de l'argent, etc. Et en fait, moi je me suis rendu compte dans ma carrière avant qu'on perdait des gens pour ça. Alors qu'en fait, on parle de... Tu vois, tu vas perdre des gens parce que pour 2000 € d'augmente, 2000 € dans plein de secteurs, c'est beaucoup d'argent. Dans la tech, c'est OK. Tu vois. Donc la transparence des salaires, elle a répondu à ça, elle a apporté beaucoup plus de dialogue social, un meilleur dialogue social. Il n'y a plus de parano, c'est-à-dire que tu vois, nous on a publié tous nos salaires, donc les salaires des dirigeants compris, les salaires fixes sont publics, tu as un simulateur qui fait que tu peux retrouver les rémunérations de tout le monde de manière assez simple. Franchement, tu vois, moi en tant que dirigeant, je t'ai dit dialogue social beaucoup plus cool, en attractivité, RH. Pendant très longtemps, tu vois, je sais pas, on avait un taux de transfo des propas, donc nombre de propositions de CDI remises remportées sur le nombre de propositions remises qui était de l'ordre de 95%. On ne perdait jamais contre des concurrents. Et puis on avait aussi, donc là c'est un peu moins vrai depuis cette année parce qu'on est dans un marché de crise, mais on avait plus de 70% de nos recrutements qui se faisaient sur la base de candidatures entrantes. On n'a pas de recruteurs, on n'a pas de recruteuses, on n'a pas de cab. On n'avait que des candidatures entrantes. Donc je te dis encore une fois. En fait, tu vois, il y a une métaphore qui est marrante, mais finalement, quand tu vas au resto, tu regardes, ça a l'air bon, tu mates le menu. Si c'est trop cher, en fait, tu vas pas. Mais sinon, tu rentres. Et je pense que pour moi, c'est exact. On gagne du temps de partout. Tout le monde gagne du temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais 5 process et à la fin, l'oseille n'est pas au niveau, tu as perdu du temps. Là, tu joues carte sur table. Il n'y a jamais de négo possible. C'est-à-dire que tu peux arriver, tenter une négo en last minute, elle ne marchera pas. Parce qu'en fait, c'est pas la culture. Et c'est très cool. En fait, tu rajoutes de l'efficacité opérationnelle. Et puis, encore une fois, nous, on rajoute à notre politique de fixe un système de rémunération variable qui est déplafonné, qui est fonction de la marge excédentaire que tu vas générer. C'est hyper simple. Tu sais que pour gagner plus, tu dois te facturer plus. Et pour te facturer plus, il y a des leviers internes qui t'aident à travailler ton personal branding, ton savoir-être,
ton faire savoir aussi, c'est hyper important ça. Donc voilà. Ok, ouais. hyper intéressant. Tout à l'heure, tu parlais d'équilibre vie pro, vie perso. C'est vrai que tu es dans un secteur où, en effet, il y a une intensité de travail qui est souvent assez forte. Ouais. Comment tu l'évalues déjà ? Comment tu évalues que l'équilibre il est correct ? C'est du feeling, comment tu évalues ça, quoi ? Naïvement, je te dirais de taux de turnover. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, là, on va faire 2025, je pense qu'on aura un taux de turnover à 6, quelque chose, 6,2, 6,3. On est mieux disant, on reste mieux disant que le secteur, tu vois, 4 fois mieux disant à minima. Pour moi, ton turnover te dit aussi si tu vas dans le bon sens, etc. Après, tu as quand même du feedback interne, de besoins éventuels pour faire des choses sur le temps de travail. Mais en fait, j'ai envie de te dire qu'on a beaucoup de choses spontanément, nous, qu'on a remises sur le temps de travail, les formations sur le temps de travail. On a des journées communautaires sur le temps de travail. On fait très très peu de choses en dehors du temps de travail. Tu vois, les soirées, elles sont facultatives. Pas obligé de venir. Tu vois, par exemple, quand on a une journée communautaire, c'est 9h, 18h. On conclut ça en général par un cocktail dînatoire. Enfin, les gens restent, on est une boîte, quoi. Tu vois. Mais ça reste vraiment du volontariat, c'est pas monitoré. Donc en fait, j'ai envie de te dire que l'équilibre, on travaille, on donne beaucoup de moyens, tu vois, aussi pour se former. Les gens ont un compte de formation individuelle de 5000 balles qui est cumulable d'une année à l'autre. D'accord. Donc en fait, on donne des moyens pour être bien. Équilibre vie pro, vie perso, il y a aussi, tu vois, on a travaillé la santé mentale, on travaille avec Mocha Care, qui est une plateforme justement voilà. Et ça, c'est un service qu'on propose aussi à notre communauté. Et donc l'idée, c'est vraiment, tu vois, j'en reviens aux fondamentaux, qui est de dire, nous, on est responsable de créer un cadre qui est fertile et qui permet ensuite à la perf de s'exprimer. Et je trouve qu'une fois que tu le fais dans le bon sens, tu vois, je disais qu'on peut aussi, tu vois, se perdre dans le narratif de notre culture, mais demander aux gens de bosser. Il faut bosser dur, je pense. Il n'y a pas de sujet dans tous les métiers, même dans les sujets de dev, il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc très probablement que malgré tout ça, tu dois faire un effort aussi le soir. L'extra mile, tu dois le faire le soir ou le week-end. Est-ce que tu considères que c'est du boulot ou pas, de te former, etc., de lire des choses sur ton métier, ça c'est hyper personnel. Mais je trouve que c'est OK de le dire à partir du moment où tu as donné des moyens pour le faire déjà sur le temps de travail. Alors que si tu fais l'inverse, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que des modèles comme le mien, enfin c'est le modèle libéré, tu peux avoir, et ça c'est un paradoxe incroyable, tu peux aussi avoir une opposition qui se fait entre bien-être et perf. Et moi je trouve que tu vois, l'un ne va pas sans l'autre. C'est évident, c'est pas parce que tu travailles le bien-être de tes salariés, le care, etc., que tu peux pas être ambitieux, etc. Et c'est vrai que souvent, une des objections qu'on me fait sur ce type de modèle, enfin sur le mien en tout cas, c'est que c'est aussi un modèle qui va attirer des tirs au flanc, quoi, tu vois. Ah, on te fait ce retour. Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme une planque, t'es bien payé, on te donne des moyens, c'est tranquille. Quoi qu'il arrive, ton salaire il augmente, t'as le même salaire, t'as la même augmentation qu'un mec ou une meuf qui s'est arraché au boulot. Ça, c'est des objections qu'on va me donner. Et que je comprends qu'on me les formule d'ailleurs, mais je pense que dans l'imaginaire des gens, souvent t'as ça. T'opposes la boîte qui est hyper performance driven, et puis avec le coût que ça peut avoir en RH, et puis la boîte de bisounours qui en fait pas trop d'ambition en termes d'oseille, de revenus, etc. Et parfois on fait de la caricature. Enfin, tu vois, je dis ce qu'on a fait nous, et des fois on fait des moves, ils sont caricaturaux. Mais c'est pas grave, enfin, je pense qu'en fait on fait tous des moves caricaturaux finalement. Carrément. Et ton équilibre vie perso, vie pro, toi, en tant que dirigeant, c'est une question que je commence à poser en fait, parce que c'est assez important aussi. C'est assez important parce qu'on doit être très lucide à plein de moments, etc. Et moi je l'ai remarqué pour moi-même. Quand il y a eu des moments où on était en surchauffe, moi aussi j'étais en surchauffe et je commençais à prendre de mauvaises décisions sur des petites choses et que j'ai payé après. Comment tu fais gaffe à ça ? La réponse, elle n'est pas simple.
Et je te la décompose sur plusieurs niveaux. Ouais. Le premier niveau de réponse pour moi, c'est que tu vois, nous on est fondateur ou cofondateur, c'est notre boîte. Tu peux pas attendre, quand bien même à un moment donné tu vas avoir envie de le faire, mais tu peux pas attendre des gens de ta communauté, de tes membres, tes salariés, qu'ils aient le même investissement que toi, parce qu'en fait c'est ta boîte, tu as plus de capital, toi tu as choisi cette vie, tu as choisi de ramener ton boulot dans ton plumard le soir, en week-end, tes problèmes tu les ramènes, on a un level de problème, il est exponentiel, tu vois, en termes de charge mentale, etc. Mais c'est aussi pour ça que tu rémunères en partie, tu vois, alors je mets des guillemets, parce que le risque, on prend des risques, mais bon, pas des voilà, c'est des risques qui sont quand même hyper mesurés, moi je trouve, surtout en France, mais bon, voilà. Donc tu as ça. Je trouve que. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà un choix de dire, ok. T'as pas la même vie, c'est-à-dire que t'as pas la même vie, c'est ta boîte, etc. Et c'est pas la boîte de tes salariés, quand bien même. Ce qu'on a fait, comme on a fait nous, tu ouvres le capital. J'en voudrais jamais un salarié de pas avoir le même investissement que moi. Maintenant, ce que tu dis est aussi très vrai, et moi je l'ai vécu à mes dépens également. C'est, tu vois, tous les bouquins de productivité, etc., ils t'expliquent que tu dois... en fait, si ta perf, elle se nourrit aussi à travers des plages de repos, de récup, de sacralisation, tu vois... moi par exemple ça peut être le sport, je fais de la marche à pied, en gros j'ai fait j'ai changé 2 choses en 2025, c'est mettre le sport dans mon agenda, donc tous les lundis matins, tu vois, j'ai un 9-11 lundi, mercredi, vendredi, où en fait tu peux pas me donner rendez-vous parce que c'est bloqué et c'est pour moi. Avant en fait c'était pas dans mon agenda, donc je vais le faire, mais ça sautait, chaque urgence ça sautait, et en fait t'es hyper frustré, donc t'as ça. Et puis nous on va sur site les mardis et les jeudis, je prends plus le métro, je marche, donc je fais 4 km aller, 4 km retour, c'est 40 minutes à pied, mais en fait je marche, j'écoute des podcasts, je passe des appels, et en fait c'est du temps un peu que tu préserves pour travailler un peu différemment, etc. Et je pense que c'est important, donc oui, nous on a tu exploses tout dirigeant que t'es quand tu ramènes, quand tu ne coupes pas, en fait, c'est évident. Et ta boîte, elle est meilleure avec un dirigeant qui est, tu vois, qui prend soin de lui, qui est bien dans la tête, qui a faim, et qui est pas en train de voir tout flou, qui prend des mauvaises décisions parce qu'il est en train il fatigue, il est en train d'imploser. Donc ça, je suis d'accord, faut faire attention. C'est pareil, tu vois, je pense qu'on a des vies, faut avoir des compagnes ou des mecs qui sont quand même hyper compréhensifs là-dessus. On n'a pas la même vie, c'est-à-dire que faut pas se mentir, on ramène quand même de l'intensité à la maison, tu dors avec tes problèmes, ça c'est une des particularités du job. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile d'attendre le même investissement de tes salariés. Ouais, je suis d'accord. Et quand t'en as, c'est des Top Gun, il faut les valoriser à fond parce que c'est des gens qui ont monté des boîtes. Carrément, ouais. Il y a une des dernières questions que je voulais te poser. Shodo a beaucoup grandi là ces dernières années. Comment tu fais ou comment tu essaies de faire pour garder cet ADN avec, là tu me disais que tu vas racheter une boîte, par exemple tu as racheté une boîte. Comment tu fais pour garder cet ADN quand en plus tu fais des rachats, et puis comment tu te projettes finalement comment tu projettes Shodo dans 5 ans en fait? Elle est complexe la question. Alors déjà pour l'ADN et la culture, on a pris une décision il y a 2 ans qui est assez chouette, c'est de basculer notre culture vers l'écrit. Donc en fait tout Shodo est notionisé, c'est-à-dire que donc dans Notion tu vas avoir tout ce que tu peux te poser comme question en relation avec Shodo, que ce soit je sais pas, du congé, de la formation, toutes les questions que tu peux avoir, tu as une réponse dans Notion, voilà. Ce qui fait que dans l'exécution, quand on crée des entreprises, des filiales, l'appropriation de la culture quand tu es dirigeant, elle est plus simple.
quand tu as des salariés qui arrivent, ils ont accès aux Notion, évidemment. L'appropriation de la culture, elle est plus simple. Tu passes de... Tu vas demander... Tu vas poser la même question à N personnes et tu auras N réponses différentes à, en fait, la même question. A priori, tu as la même réponse. Donc ça, c'est un des premiers éléments de réponse. La culture de l'écrit. Le reste aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à pas s'effondrer. C'est dans la gouvernance aussi. Tu vois, je pense que la gouvernance que tu vas avoir dans une organisation qui est distribuée, nous on l'a fait progresser en mettant beaucoup de rythme pour avoir si tu veux, la possibilité de détecter des problèmes très vite, de mettre des plans d'action très vite, de mesurer ces plans d'action très vite. Et puis après avoir des instanciations un peu plus sur le temps long où tu vas travailler autre chose. Mais donc l'autre réponse est dans la gouvernance. Mais la réponse n'est pas finie, c'est-à-dire que tu apprends en marchant, donc il faut toujours avoir la gouvernance qui te permet de te tromper vite et d'avoir du feedback rapidement. Et puis ensuite, la dernière partie de la réponse pour moi, c'est tu vois, je pense que c'est savoir faire aussi, savoir se renouveler, savoir faire évoluer le narratif. Nous, on a eu un narratif qui a été très, très tourné vers l'expérience salarié, collaborateur. Donc quand tu vas sur notre site, par exemple, souvent, ça, c'est un feedback qu'on nous fait, c'est « Ouais, en fait, c'est génial, mais on ne sait pas ce que vous faites. » Et c'est un problème. En fait, c'est un problème en 2025. Ça n'a jamais été un problème entre 2020, quand on a fait le site, et on va dire jusqu'à 2024. Pourquoi ? Parce que notre problématique à l'époque, c'est on fait popper un modèle, et notre cible, l'attention du modèle de SN, elle est côté recrutement. Ouais. Donc en fait, c'est ce point-là c'est ce pain-là qu'on doit résoudre. Et donc on va le résoudre à travers une marque employeur qui parle exclusivement au recrutement. Tu passes à l'échelle. Tu vois, là, on va finir l'année, on sera 175 répartis sur 10 boîtes. On va faire un peu plus de 18 millions d'euros de CA. Ta problématique maintenant, c'est OK, comment est-ce qu'on fait de Chodo une marque premium, tu vas tourner vers l'excellence, comment est-ce que tu vois ce fameux terreau là, RH, maintenant il porte ses fruits. En fait, on a planté des graines, et maintenant en fait comment est-ce que tu vas faire sortir une plante hyper belle, hyper robuste, ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire que ton marketing, il doit maintenant se tourner c'est un marketing de vente, donc il doit parler à des clients, à des execs, et c'est ce qu'on est en train de faire. Faire popper des offres de conseils à forte valeur ajoutée, commencer à être différenciant, et c'est ça qui fait que tu vois, tu peux, quand tu fais évoluer ton narratif, tu vas attirer d'autres catégories de personnes. Tu vois, on a créé des offres, des fiches de poste pour des profils différents, responsables d'offres, porteurs d'offres, des VP tech, tu vois, la direction technique. En fait, on est dans une phase où on se structure, qui est hyper intéressante, qui est hyper riche. On s'est structuré dans la conformité de nos KPI, on s'est structuré dans l'organisation juridique et légale de Chodo, parce qu'avant on était dans une orga maison mère filiale. Et là, on sort à la fin du mois une holding opérationnelle avec que des sociétés filles. Bref, tu vois, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ma manière de répondre à ta question, c'est de dire, tu fais évoluer un peu le narratif. Le narratif de demain, sur les 5-7 prochaines années, c'est comment est-ce qu'on devient une marque premium, leader d'opinion, etc. Et du coup, ça consiste aussi à pivoter dans ta manière de communiquer. Okay. Il y avait une autre question que je voulais te poser par rapport à tout ce que tu as pu voir en tant que pratique dans ta boîte, et puis de ce que tu as pu voir aussi dans d'autres boîtes. Pour toi, ça va être quoi la prochaine grosse évolution dans le monde du travail, si on essaie d'ouvrir un peu quelque chose que toi tu peux ressentir déjà qui est un peu peut-être balbutiant aujourd'hui, mais qui pourrait demain devenir quelque chose qui va changer complètement la manière qu'on a de travailler, ou en tout cas qui aura un impact très fort sur le monde du travail. Tu dirais que c'est quoi ? C'est dur. J'ai pas de boule de cristal, mais tu vois, déjà la première réponse que j'aimerais te donner, c'est que je trouve que la directive là, sur la transparence des salaires, c'est déjà un changement qui est cool. Parce que là,
moi j'ai commencé quand même ma carrière, il y avait pas de fourchette de salaire, tu vois, le rapport qu'on avait à la rémunération, là il est en train de changer. Et tu vois, c'est du coup Virginie Dringard qui disait ça lors d'un échange. Je disais, mais nos gamins, dans 15 piges, probablement qu'ils vont halluciner de savoir que rétrospectivement, quand tu postulais, tu savais pas combien tu allais gagner, tu vois. Ça, c'est un changement qui est quand même majeur aussi, je trouve, de pouvoir. C'est une loi qui est courageuse, je trouve, de pousser les boîtes à devenir plus transparentes sur les salaires. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième, c'est que je pense que tu vois, les évolutions du monde du travail, elles sont générationnelles. Là, il y a toute une partie du marché, candidat-candidate, qui demande justement davantage de temps libre. Tu vois, on va passer des pratiques de type semaine de 4 jours, congé illimité. Donc, en fait, on va te dire finalement que le sous-jacent, c'est travailler moins pour travailler mieux. Ça correspond à, tu vois, je pense aux générations là, qui sont sur le marché du travail, qui viennent d'y rentrer. Moi, quand j'ai commencé à bosser en 2004, j'allais à la Défense, il était 20h30 quand je partais du boulot, et c'était même normal, pas quoi. Ouais, mais même pas, je pense, tu vois, j'aurais eu ce questionnement de me dire vas-y, je veux du temps libre, quoi, tu vois. Ce que je veux dire donc, c'est que les réalités, tu vois, des revendications de 2025 ne sont pas celles de 2005, et très probablement que celles de 2025 ne seront pas celles de 2035 ou 2040. Donc c'est-à-dire qu'il faut que nous, en tant qu'entrepreneurs, on reste quand même à l'écoute des demandes, tu vois, du marché du travail. En ce sens, c'est un peu dur pour moi de dire ce qui sera dans 10-15 ans, parce que on n'est même pas en train de répondre aux revendications actuelles. Après, le reste, c'est que du Madame Soleil. Tu vois, je pense plus on va avancer, on va avoir des gains de productivité qui sont énormes avec l'IA, etc. Donc, est-ce que ça nous permettra de faire plus? Mais tu vois ce que tu dis, en moins de temps, il y a quand même cette tendance de fond. On a invité Jérémy Lamry il n'y a pas très longtemps dans ce podcast, et lui, son sujet, c'est le quaternaire. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette théorie-là. Mais, dis-moi. Mais en gros, c'est ça. En gros, il dit on va avoir des gains d'efficience énormes. Oui. Du coup, il y aura besoin de beaucoup moins de travail pour faire 10 fois plus de choses. Ouais. Donc en fait on n'aura pas besoin en fait de travailler petit à petit, et probablement que la combinaison entre des gens qui veulent en effet avoir du temps libre, plus des gens qui vont utiliser ce temps libre pour faire d'autres choses, tu vois, s'impliquer dans des assos. Tu vois, c'est marrant, mon père vient juste d'arriver à la retraite là, et je lui ai demandé ce qu'il allait faire, et il m'a expliqué, et voilà, il va s'engager dans une asso. Je me suis dit c'est intéressant. Puis après j'ai vu d'autres personnes qui sont à la retraite. En fait, quand tu demandes aux gens ce qu'ils vont faire à la retraite, quasiment tous, soit ils passent plus de temps avec leur famille, soit ils vont s'engager dans des assos. Et tout ça, c'est ultra positif pour la société avec un grand S. Ouais. Donc c'est vrai que ce truc-là, en tout cas, moi, je le sens vraiment arriver, entre des demandes de plus en plus fortes de plus de temps libre, plus de temps pour grandir aussi soi, pour faire des trucs, voyager, passer du temps avec ses amis, avec sa famille, s'engager pour des choses qui n'ont pas de véhicule finalement financier, quoi. Il n'y a pas de... Donc, en tout cas, je sens vraiment ce truc de fond, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que bon, c'est encore un peu... Il y a tellement de variables que... Ouais, c'est dur. Savoir exactement comment ça va. C'est dur, et encore une fois, le sous-jacent de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que dirigeants, pour que nos boîtes, elles puissent cartonner. Et ça veut dire qu'il faut rester à l'écoute de ce que veulent les salariés. Ok. Il y a une dernière question qu'on pose à tous les candidats, qui est un peu la question de ce podcast. Pour toi, c'est quoi une boîte de rêve? Moi, je vais pas être hyper original. Pour moi, une boîte de rêve, c'est une boîte qui a réussi justement à créer un cadre dans lequel les gens se sentent bien, ont le minimum de charge mentale sur des sujets qui sont extérieurs à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce pourquoi ils sont venus, c'est leur contrat de travail, le job, bien faire le job, être bon. Et je pense que ce qui est désirable dans tous les collectifs, que ce soit les boîtes
même dans le sport co. Il n'y a pas, que ce soit au niveau amateur ou au plus haut niveau, il n'y a pas, je pense, un collectif qui prend du plaisir à être ensemble dans la défaite, quoi. Tu vois, donc, en se faisant secouer toute l'année. Donc, pour moi, une boîte de rêve, c'est ça. C'est une boîte qui arrive à entretenir une dynamique de succès avec des gens qui sont ambitieux, qui performent, parce que tu as créé un cadre qui est parfait. Et c'est là où, pour moi, il ne faut pas être dogmatique, c'est-à-dire que une boîte, elle n'est pas là pour plaire à tout le monde. Je pense que des performeurs, il y en a avec des profils hyper différents, et que au final, la pire des choses, c'est d'essayer de plaire à tout le monde, parce que tu ne plais à personne, en ayant une culture, une marque employeur qui est radicale, hein, c'est-à-dire qui est très tranchée. Tu vas attirer des gens qui se reconnaissent dans ce que tu fais, tu vas faire fuir d'autres personnes, mais c'est ok. Et pour moi, une boîte de rêve, c'est quelles que soient les pratiques qui sont à l'intérieur, c'est une boîte qui justement arrive à attirer, fidéliser des gens qui te font partir dans le ciel. Ok,